21h15, toujours en direct sur CNews, place au débat du Grand JT. Il s'excuse pour avoir martyrisé plutôt le pupitre à la tribune des Nations Unies. De la conviction, peut-être un peu trop d'énergie. Emmanuel Macron a fait sensation du côté de New York, c'était ce soir, un long discours, des envolées lyriques et surtout une violente charge à l'encontre de Donald Trump. Macron fait-il le poids face aux pensionnaires de la Maison-Blanche? Cette stratégie peut-elle être payante? On en parle avec nos trois invités ce soir. Bonsoir Edwige Diaz, vous êtes conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Pierre Jouvet, merci d'être avec nous, vous êtes conseiller départemental de la Drôme, secrétaire national du PS. Et puis Sarah Ellery, merci d'être avec nous, députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem. J'espère que vous avez retrouvé vos esprits. Je sais que vous avez suivi le match du FC Nantes. Le président français qui s'en est pris, je le disais, frontalement à Donald Trump et qui livre sa vision du monde. Les temps forts de ce discours, c'est tout de suite avec Antoine Besson. Dès le début de son discours, Emmanuel Macron s'est positionné contre Donald Trump. Quelques minutes après la prise de parole du président américain qui a demandé à isoler l'Iran, le président français a lui appelé au dialogue et au multilatéralisme. Qu'est-ce qui permettra de régler véritablement la situation en Iran? Et qu'est-ce qui déjà a commencé à permettre de la stabiliser? La loi du plus fort? La pression d'un seul? Non. Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron vise une nouvelle fois le président américain et les États-Unis qui se sont retirés de l'accord de Paris sur le climat. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. Un moment fort comme la fin du discours d'Emmanuel Macron, tapant du poing sur le pupitre pour dénoncer le délitement du droit international. N'oubliez jamais que les génocides qui ont fait que vous êtes là aujourd'hui, ils étaient nourris par les discours auxquels nous nous habituons, parce qu'ils ont été nourris par les succès d'estrade que nous applaudissons, parce que nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international, toutes les formes de coopération, comme si de rien n'était, par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non! Moi, je ne m'y résous pas. Le siècle qui s'ouvre nous regarde. Un final enflammé devant l'Assemblée générale de l'ONU, qui a applaudi le président de la République. Voilà, et je précise qu'il s'est donc excusé après pour l'état du pupitre. Sarah Ellery, beaucoup plus sérieusement, Emmanuel Macron a donc choisi le choc frontal face à Donald Trump parce que c'est une bonne stratégie. Moi, c'est un discours que je trouve fort, fier, qui fait honneur à la tradition de la France. Il est courageux pour vous, le président de la République? Bien Il sûr. dit les choses? Oui, il y va face à Trump? Il y va, et surtout, il rappelle la tradition qui est la nôtre, c'est-à-dire le multilatéralisme, la force ensemble, la discussion, et faire preuve, quand on dépasse les limites, d'action. Ça, on sait le faire. Ce que j'ai entendu, c'est un discours avec une vision pour le monde, une vision pour l'Europe. C'est pas une vision qui est un petit peu isolée en ce moment, et notamment aux Nations Unies? Mais notre responsabilité, c'est d'être à la hauteur de nos valeurs, à la hauteur de notre histoire, et de rester cette boussole d'une certaine manière. Parce que ce qu'on porte dans notre triptyque républicain, ce n'est pas rien, ce sont des valeurs qui sont universelles. Et ce que j'ai entendu, c'est un président qui rajoute une nouvelle valeur universelle, la responsabilité de la France à défendre le climat et la planète. Bien, j'ai envie de vous dire, à nous de faire collectivement que les pays, que le monde suive et accepte de partager le dialogue, la discussion, pour que le monde soit finalement meilleur, sans aucune légèreté. C'est au contraire quelque chose qu'on peut arriver à faire avec le dialogue et la discussion. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce que ces propos sont crédibles, Emmanuel Macron, à la tribune des Nations Unies, Edwige Diaz? On n'a pas dû entendre le même discours, parce que moi j'ai trouvé un président de la République qui était, comme à l'habitude, dans la communication, et même j'irai plus loin, je dirais qu'il est dans le déni. Il a agité le chiffon rouge de l'isolationnisme, de la situation du pire. Il nous a donné des leçons sur les inégalités, sur l'inégalité des genres, sur la santé, sur l'éducation. Donc un discours la loi du plus fort, c'est pas passé. Je sens que c'est pas passé, la loi du plus fort. Un discours en contradiction avec ce qu'il applique en France. Et il minimise la montée des nationaux. C'est pour ça qu'il est dans le déni. Il dit que c'est une mode. Mais pourtant, Emmanuel Macron est plus le président de la fin d'un cycle plutôt que du début d'un cycle. Pierre Jouvet. Moi déjà, je voudrais qu'on sorte un peu de notre débat franco-français. Ce qui s'est passé aujourd'hui aux Nations Unies, c'est un président américain qui va de plus en plus loin dans sa folie. On a un président américain qui est un homme dangereux. Et je pense qu'il faut en prendre la mesure. On précise qu'Emmanuel Macron, du coup, a répondu à Donald Trump qui lui parlait juste avant. Et ça, c'est un point extrêmement important.
Emmanuel Macron, effectivement, dans le discours, on l'a vu avec vigueur, a répondu au président des États-Unis sans le citer. Et en même temps, pour prendre une formule célèbre chez le président de la République, Emmanuel Macron lui répond, mais Emmanuel Macron l'invite le 14 juillet en France, l'invite à dîner dans un grand restaurant parisien, Ça, c'est du passé. l'invite le 11 novembre prochain, ne dit rien, mis à part dans les mots, contre le président des États-Unis qui sort des accords sur le climat, parle d'une politique libérale qui met en difficulté le monde politique qu'il mène aujourd'hui dans notre pays, parle d'une politique de fermeture qu'il mène aussi dans notre pays. Alors Emmanuel Macron, il est toujours très fort dans les discours. Ça fait maintenant plusieurs années que les Français y sont habitués. Mais après les discours, il faut des actes. Pour vous, et aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? C'est un discours de politique intérieure. Il parle aux Français, là, au final? Pour moi, vous savez, il parle aux Européens. Il parle aux Français. Il prépare une campagne des élections européennes. Il s'inscrit dans un champ qui est de dire il y a ceux d'un côté qui sont les populistes et les autres qui veulent. Donc c'est la même stratégie que pour la campagne européenne avec Salvini et Orban. Il est sur une même stratégie, mais qui aujourd'hui n'est pas suivie des faits. Ouais. Les discours sont intéressants. Maintenant, moi, je veux qu'on passe aux actes, parce qu'à un moment donné, il nous a habitués à ces grandes envolées. Mais ça a ce ne sont que des grandes envolées, c'est ça? Non, ce n'est pas des grandes envolées. Et on peut prendre un exemple. Vous parlez d'actes. Quand il dit qu'il n'y aura plus un accord signé avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris, c'est quoi si ce n'est un acte ferme qui marque que la responsabilité de la France, c'est de protéger la planète et de faire que la protection de l'écologie et que l'écologie devienne une valeur universelle. Ça, ce n'est pas un acte. Mais j'attends de voir. Demandez à monsieur. Il a annoncé. J'attends de voir. Non mais j'attends de voir parce qu'il y a un acte qui est annoncé. Mais il y avait des actes qui étaient annoncés par le président de la République avant d'aller voir la Coupe du Monde en Russie et discuter avec Vladimir Poutine. C'était par exemple de sortir de sa prison Oleg Sentsov. Est-ce qu'aujourd'hui les résultats sont là? Non. On a vu un président de la République être en proximité avec Vladimir Poutine et ne pas arriver à obtenir de résultats. Aujourd'hui, nous n'avons pas de résultats. Moi, j'entends les annonces, madame. Un président je les entends. qui est dans la diplomatie et un président qui remet la France là où elle doit être, c'est-à-dire leader dans le monde, avec des discours qui ne sont pas populistes et réalistes. On n'est jamais leader seul. Exactement. Et c'est pour ça que on est leader avec les Européens. Aujourd'hui, vous. Il n'y a aucune discussion avec les Européens. On a eu un très beau discours sur l'Europe là aussi d'Emmanuel Macron, notamment sur la question des alliances internationales. Aujourd'hui, il fait des annonces seul. Il aurait pu faire des annonces plus fortes, notamment avec les partenaires européens. Rien n'a été fait, rien n'a été préparé. Idem sur la question climatique. Donc aujourd'hui, moi je prends acte du discours du président de la République. Donc pour vous, ce ne sont que des mots. Mais ce ne sont que des mots. Edwige Diaz, qu'avez-vous envie de dire justement à Emmanuel Macron? On a l'impression qu'il a parlé à vos électeurs aujourd'hui. Il n'a pas du tout parlé à nos électeurs. Les électeurs du Rassemblement national ne sont pas dupes. Il ne fait pas toujours cette dichotomie entre les progressistes, bien sûr, entre guillemets, et les populistes, entre guillemets, de l'autre côté. Je vous dis, les Français ne sont pas dupes. Ce qu'on voit, c'est que tant sur le fond que sur la forme, il est discrédité. Et à l'échelle mondiale, les clichés sur la fête de la musique ont fait le tour du monde. Tout comme ceux où Trump lui tient la main, qu'il l'infantilise. Donc là, sur la scène internationale, pour vous, il n'est plus crédible. Emmanuel Macron n'est plus crédible. Bien sûr, et c'est certainement pour ça qu'il a voulu faire un discours avec force et vigueur. C'est pour cacher, pour masquer, parce qu'il a honte de l'image qu'il dégage de lui-même. Tout ce qu'il entreprend, c'est un échec. Sa tournée dans les capitales de l'Est pour lutter contre le travailleur détaché, ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à lever l'embargo russe, qui fait beaucoup de mal à nos agriculteurs. Il est complètement isolé en Europe. Vous voyez quand même bien ce qui se passe en Italie, en Hongrie, en Pologne. Donc non, il n'a pas du tout parlé à nos électeurs. Et de toute façon, on verra bien les résultats des élections européennes. Mais pour l'instant, nous sommes au coude à coude avec lui. Et encore, Marine Le Pen n'a pas encore commencé la campagne. Est-ce que c'est un calcul dangereux, Sarah Haléry? Est-ce que c'est un calcul dangereux? À quoi joue-t-on avec les États-Unis? Et au final, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas de choix? Il est obligé d'être offensif face à Trump, c'est ça? Peu importe l'état de nos relations après avec les États-Unis? Il n'y a aucun calcul. Il y a forcément un calcul. Il y a une histoire. Il l'a préparé, son discours. D'ailleurs, il l'a même tweeté. Mais il y a une histoire. Il y a des traditions. Et il y a une situation internationale qui est compliquée et qui se tend. La réalité, c'est qu'il y a des réponses à avoir à la crise migratoire, à la question de l'Iran. Ce qui est aujourd'hui la scène internationale, c'est une scène où effectivement il faut rappeler le multilatéralisme, où effectivement il faut reconstruire l'Europe pour avoir une parole forte. Et la tradition de la France, c'est d'être la locomotive d'une certaine manière. La loi du plus fort ne protège aucun peuple, a dit le président. Exactement, et il a bien raison. Et ce qu'il faudrait, c'est faire que c'est la loi du plus juste qui soit la plus forte.
mais qu'il tienne la même fermeté. Moi, une fois encore, j'entends les grands principes. Et il est dans une poursuite de tradition aussi sur les relations internationales, notamment sur des liens avec les États-Unis d'Amérique. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il aille plus loin dans ses actes. On ne peut pas, d'un côté, faire une grande amitié avec Donald Trump, qui est un homme, je le redis, un homme dangereux, qui met les équilibres du monde en danger, en grand danger. Vous êtes d'accord avec ça, et on ne Diaz, peut ou pas pas, et on ne peut pas, dans un deuxième temps, sur le après sentiment de tenir Donald des Trump, propos non qui sont pas cohérents. Alors, moi, dans le discours de Donald Trump, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il employait de nombreuses fois le mot frontière. Vous voyez? Et ça, c'est un mot qui parle. Ça n'a rien de dangereux, contrairement à ce que vous dites, puisqu'on parle de souveraineté, de patriotisme, de famille. Et Il en a parlé tradition. aussi de souveraineté, hein, le président de la Bien sûr. République. La souveraineté lui, n'est pas il a la casé un petit en même temps. Il parle de souveraineté européenne. Et aujourd'hui, c'est pas ça que les peuples veulent. Ce qu'ils veulent, c'est de la souveraineté nationale. Mais nous ne mettons absolument pas la même chose dans la définition de la souveraineté. Ah, c'est La sûr, réalité, vous mettez la- la soumission. Hein. Absolument Non, mais la pas. coopération, Nous, vous voyez loin de là la soumission. La souveraineté, madame, c'est la question de appartenir à une nation et de faire que être français, c'est un plébiscite de tous les jours. Et c'est de vouloir l'être. Et finalement, votre définition, elle est excluante. Alors que la nôtre, notre vision, elle rassemble. Elle rassemble et elle fait que la France est dans son histoire, dans sa grandeur. Alors que vous la fermez. Vous défendez une Union européenne faite Nous ne dépendons de rien, faiblesse, nous la construisons. Nous en sommes non, elle était acteurs. construite avant vous, madame. Donc, Non, vous êtes dans la tradition de cette- sécurité. Je crois que parler de frontières, dans un monde ouvert, parler de frontières dans un monde ouvert et mentir aux Français. Vous mentez aux Français. C'est de la madame. coopération. Vous mentez aux monsieur. Français. Moi, Non, je nous vous ne le mentons pas aux Parce Français. qu'aujourd'hui, quand Les on a Français un nous monde qui est en plébiscitent. danger, mais arrêtez de croire que les Français vous plébiscitent, vous leur mentez à longueur de journée sur les plateaux télé. Aujourd'hui, dans un monde Vous êtes qui est en vraiment sûr de danger vous, hein. par la question du terrorisme, dans un monde où la puissance Mais qu'est-ce qu'on nucléaire, fait pour régler le terrorisme est un Qu'est-ce qu'on fait pour enjeu. régler le Vous croyez que de terrorisme simplement On ouvre dire les on met des frontières, on mais n'expulse non, pas- le on sujet n'est pas n'expulse là. pas les Le sujet, délinquants il est étrangers. dans la coopération entre les États, comme ça a toujours été le cas, comme c'est la construction même Là, de elle ne se l'ONU fait qui a pas. été construite ainsi. Donc ne dites pas que la solution, comme le dit Donald Trump, parce que c'est une erreur, et c'est une erreur y compris historique, de dire qu'on doit fermer les frontières pour se protéger. Jamais les fermetures refermer de sur soi-même, frontières, c'est la solution. Jamais la fermeture sur Faire une soi guerre commerciale n'a avec protégé les quoi que Chinois. ce soit. Personne. Faire une guerre, se Edwige mettre en Diaz. difficulté, se mettre en danger, Il a aller dit faire Edwige comme Diaz, vous le il a dit voulez. Edwige Non, mais Diaz, allez- alors. La réponse de Edwige Diaz, allez-y. faire des Allez-y. accords avec la Russie. Madame Diaz, allez-y. Mais moi, ce monde que vous proposez, je n'en veux Non, pas, madame. Oui, Allez-y. peut-être, mais en attendant, vous verrez aux prochaines élections. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que nous sommes là pour faire de la coopération. Loin de nous l'idée de partir dans un repli identitaire. Et d'ailleurs, quand on agite ce chiffon rouge, c'est parce qu'on voit bien que toutes les politiques qui ont été menées depuis 40 ans ont échoué. Et les Français aujourd'hui veulent un nouveau cycle, un nouveau souffle. Et c'est ce que Marine Le Pen va défendre aux élections européennes. L'union des nations européennes, l'une face à l'Union européenne. Allez, notre prochain débat, justement, c'est depuis les États-Unis qu'Emmanuel Macron a suivi le dossier de l'Aquarius, la France qui accueillera finalement 18 des 58 migrants du navire humanitaire qui débarquera sur les côtes maltaises. Assiste-t-on à la grande hypocrisie du gouvernement? On en parle dans un instant. Lui, en même temps, macronien, a-t-il montré ses limites? Eh bien, écoutez, le sentiment de Florent Philippot, pour lui, eh bien, c'est quasiment la même chose. La politique la plus efficace et la plus humaniste. La plus humaniste, c'est d'aider ces gens-là sur place, restabiliser la zone, mettre le paquet sur le co-développement, parce que personne n'a envie de quitter son pays, et en même temps ici, avoir les moyens d'une politique migratoire souveraine, c'est-à-dire avoir des frontières nationales. 21h32 minutes, la suite du Grand JT, place à la deuxième partie de notre débat. C'est depuis les États-Unis qu'Emmanuel Macron a suivi le dossier de l'Aquarius, la France qui accueillera finalement 18 des 58 migrants du navire humanitaire qui débarquera sur les côtes maltaises. Assiste-t-on à la grande hypocrisie du gouvernement? En même temps, macronien a-t-il montré ses limites dans ce dossier? On en parle tout de suite avec nos trois invités. Edwige Diaz, conseillère régionale du Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine, Pierre Jouvet, conseiller départemental de la Drôme, secrétaire national du PS, et Sarah Ellery, députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, arrive-t-on justement à la limite du en même temps macronien? Avant d'en débattre justement avec nos trois invités, les précisions sur ce sujet avec Vincent Fantèche. Après 3 jours d'attente, l'Aquarius et les 58 migrants présents à bord vont donc pouvoir accoster à Malte. Les gouvernements français et maltais ont pris une initiative conjointe pour résoudre l'impasse actuelle en ce qui concerne la situation de l'Aquarius. Les 58 personnes à bord seront débarquées à Malte pour être immédiatement redistribuées dans 4 autres États membres de l'Union européenne.
Pour l'instant, le Portugal, l'Espagne et la France ont annoncé avoir conclu un accord pour se répartir les réfugiés. Accueillir l'Aquarius et les migrants qu'il transporte, une question qui divise l'Europe et la classe politique française. C'est une mauvaise chose pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour ces migrants. Vous avez des pays qui aujourd'hui, de manière totalement irresponsable, ferment purement et simplement leurs portes et ne veulent rien savoir. C'était peut-être la dernière mission de l'Aquarius. Car à la demande du Panama, le bateau ne naviguera plus sous son pavillon et aucun autre État ne s'est manifesté. L'Aquarius aurait alors l'interdiction de reprendre la mer. Allez, je vous apporte quelques précisions. La France accueillera 18 migrants de l'Aquarius. L'Espagne s'est mis d'accord pour accueillir 15 personnes, tout comme l'Allemagne. 10 prendront finalement la direction du Portugal. Pierre Jouvet, c'est une victoire, la coopération européenne ? En tout cas, la coopération européenne, force est de constater que quand elle veut s'organiser, elle peut marcher. Et il faut aujourd'hui, là aussi, prendre la mesure des enjeux. On parle de chiffres, on parle de bateaux, on parle de... Enfin, je regardais tout à l'heure dans votre reportage, il y avait marqué, le communiqué officiel disait redistribuer. Ouais. Mais on parle de personnes qui s'en vont dans des situations extrêmement dramatiques, qui quittent leur pays, pas par volonté d'aller, je ne sais, conquérir quel Eldorado, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Donc aujourd'hui, on doit avoir une réponse à l'échelle européenne. En tout cas, nous, c'est ce que nous souhaitons au Parti socialiste, d'avoir une réponse qui sera coordonnée à l'échelle de l'Europe avec une juste répartition pour éviter aussi tout ce cinéma qui arrivera tous les 2 mois avec différents bateaux où tout le monde se rejette la balle, où on se dit on l'accueille là ou ici ou là et où ça dure 24 heures et où à chaque fois on fait monter l'opinion publique en pression. Voilà, on parle de personnes qui quittent leur pays parce qu'il y a des guerres, parce qu'ils sont malades, on a des enfants qui sont sur ces bateaux. Et moi je pense qu'on doit avoir une réponse à la hauteur des enjeux de ce qui est notre pays. Edwige Diaz, la France va donc accueillir 18 migrants, ça vous fait bondir ? C'est surtout, certes, il y a peut-être des femmes et des enfants, mais c'est avant tout 85% d'hommes qui fuient des situations et des pays qui ne sont pas forcément en guerre. On parle de migrants, si c'était que des femmes ou que des enfants, seraient différents ? Là, en l'occurrence, il ne faut pas être complice des passeurs et il ne faut pas être complice de l'exode des forces vives de ces pays, sinon on n'arrivera jamais à stabiliser l'Afrique. Et en plus, nous n'avons rien à leur offrir. Nous avons 9 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, nous ne pouvons plus accueillir personne. Et vous pensez qu'ils pensent à ça complète. En fuyant leur pays? Vous pensez que ces personnes y pensent à ça? Est-ce que la France a quelque chose à leur offrir? Mais il faut qu'on arrête de leur faire croire, il faut qu'on arrête le discours du en même temps, où on nous sort un discours de fermeté et qu'en même temps on augmente les crédits d'accueil pour les migrants. Moi, je vais vous dire une chose, aveugle est celui qui ne fait pas le lien entre immigration et délinquance. J'étais lundi dernier en visite à la prison de Gradignan. Nous avons la maison d'arrêt de Gradignan. Nous avons visité le quartier mineur. Mais écoutez, madame, je vais vous dire, on n'arrive pas en prison par hasard. Non, si on est en prison, c'est qu'on a commis des actes de délinquance. Et mais sur 19 non, mais laissez-moi, madame, vous confondez tout. Je vais vous dire quelque chose. Des chiffres importants. Dans ce quartier des mineurs, et une fois de plus, on n'arrive pas en prison parce qu'on est un enfant de cœur. C'est pas un raccourci un peu facile, non? Sur 19 mineurs, il y avait 12 mineurs non accompagnés. Vous voyez? Donc il y a un lien direct et il faut arrêter de se voiler la face. Ce que je vois, c'est qu'on est en train de vivre une crise migratoire et que c'est que le début. Ça, c'est la réalité. Que la réponse, elle doit être européenne. Et cette réponse, elle est européenne si on le veut et si la volonté... Si on met de la volonté. Depuis des années, on a tourné... Et l'UE a été à la hauteur de cette réponse aujourd'hui, justement? Oui, parce qu'elle est en plusieurs niveaux. La première réponse, c'est envoyer l'OFPRA sur place pour accompagner, trouver des pays qui sont volontaires pour accompagner dignement ces personnes. Envoyer l'OFPRA. Florent Philippot tout à l'heure disait que ce soit à Malte, que ce soit en France, ces 58 migrants, c'est la même chose. Non, c'est pour accompagner et pouvoir les accueillir dignement. Ensuite, raccompagner ceux qui n'ont pas le droit d'être là parce qu'ils ne relèvent pas du droit d'asile. C'est ça aussi la réalité. 96% des déboutés du droit d'asile restent sur le territoire, donc on voit bien que ça ne marche pas. Ce que j'ai entendu aussi dans le discours du président de la République, c'est que le prochain G7 qui va se tenir à Biarritz en 2019, il sera mis sur les questions d'inégalité. Il sera porté sur la lutte contre le terrorisme en luttant contre les inégalités mondiales. Et pour ça, il a dit donc... en tout cas, je le crois et je suis à la Commission des Finances, donc je pourrais suivre la question, c'est 1 milliard d'euros pour la coopération et l'aide au développement. C'est comme ça qu'on réglera les poches. C'est pas en agitant des fantasmes. Peut-être qu'en allant à Biarritz, il se rendra compte que Irun est un passage pour les clandestins, que les policiers sont exaspérés, qu'ils crient à l'aide et que personne ne les entend. Personne ne peut les entendre. La réalité, c'est que c'est une réponse européenne et ne pas faire ce qu'on a fait depuis des décennies. L'Europe doit arrêter d'être complice. C'est-à-dire ne pas regarder ce qui se passe
combien ça rapporte tout ça, ce trafic d'êtres humains aux passeurs? Ça rapporte des milliards d'euros aux passeurs et vous êtes complices. Allez, pas tous ensemble. Pierre Jouvet. Il y a une différence entre l'Aquarius et les trafics et les trafiquants. C'est totalement différent. Ne mélangez pas. Madame vous l'a dit, il y a la question, il y a la gestion de l'OFPRA, qui est une gestion européenne. Quand on a des personnes qui rentrent sur le territoire national de manière interdite, de manière illégale, le gouvernement précédent l'avait fait, le gouvernement actuel poursuit la politique. On traite cette question migratoire. Ne racontez pas. On la traite pas. Si, on la traite. 96% des déboutés du droit d'asile restent sur le territoire. Arrêtez de faire croire aux gens que les problèmes de ce pays... Non, mais moi, madame, je ne suis pas dans une tour d'ivoire. Moi, je suis élu dans un territoire où je vois la réalité des gens. Et la réalité des gens et leurs problématiques. Et leurs problématiques, madame, ce n'est pas de faire croire que les migrants seraient un peuple qui serait en train d'envahir la France. Tout ça est un mensonge. Vous faites peur aux Français volontairement pour ne pas traiter des vraies questions. Vous ne traitez pas des vraies questions. Non, parce qu'il y a des contrôles qui sont faits aux frontières. Il y a des contrôles qui sont faits aux frontières. Nous sommes dans l'espace Schengen. Sarah El Haïry, vous l'avez dit, nous sommes dans l'Union européenne. Et parce que nous sommes en plus dans l'espace Schengen, la question des frontières doit être une question de l'espace Schengen. Non, madame. Et de coopération européenne sur cet espace Schengen pour protéger nos frontières. Mais c'est là où vous êtes pas du tout dans la réalité. C'est que cet été encore, nous avons voté une loi. Attendez, Sarah El Haïry, allez-y. Nous avons voté cet été encore une loi pour accompagner les personnes qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire. Quel résultat? Pour l'instant, on le voit pas trop. Votre proposition aujourd'hui, c'est quoi? C'est de refermer les frontières, de mettre des militaires aux frontières, de faire un tri des populations, les effectifs des douanes, de faire comme on a eu pendant des années. Mais des effectifs des douanes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferme les frontières de ce pays? C'est ça votre proposition ou pas? Est-ce que votre proposition, par exemple, c'est de dire qu'on sort de l'Union européenne? Je vous pose des questions concrètes. Est-ce qu'on sort de l'Union européenne, oui ou non, avec le Front National? Nous attendons les élections européennes, puisqu'une majorité de pays pensent comme nous. Nous sommes en train de devenir majoritaires dans ce pays. Vous voulez sortir de l'Union européenne ou pas? Non. Est-ce que vous voulez vous mettre dans la même situation que par exemple les Anglais? Ceux qui ne respectent pas les libertés, la liberté de la presse. Alors je vais vous dire un truc sur la liberté de la presse. L'Union européenne est pour l'intégration de la Turquie. Je crois que la Turquie, c'est la plus grande prison de journalistes du monde. Vous voyez? Depuis quand? Non, mais je vous mets face à vos contradictions. Je comprends que ça vous dérange. Ça ne me dérange pas du tout. La question que vous n'assumez pas, c'est qu'aujourd'hui, vous essayez de créer une sorte d'alliance avec une personne qui ne respecte pas les valeurs essentielles de l'Union européenne. Qui a été élu démocratiquement. Mais qui êtes-vous pour juger alors que cet homme a été élu 3 fois par son peuple? Vous allez aussi dire que le peuple vote mal? Mais bien sûr que non, ce n'est pas la question du peuple. C'est la question de l'État et de ceux qui ne veulent pas respecter les valeurs de l'Union européenne. Et ces valeurs, la base, c'est l'État de droit, le respect de la liberté de la presse. Commençons par la respecter. Commençons par respecter. Et c'est pour ça, bien sûr que si, et c'est pour ça que finalement, l'article 7 a non mais la question migratoire est un vrai sujet, et un vrai sujet de clivage, parce que vous ne répondez pas aux questions. Est-ce que vous voulez sortir de l'Union européenne, oui ou non? De la même manière, et d'ailleurs on avait vu Madame Le Pen s'en mêler les pinceaux dans le débat, est-ce que par exemple vous voulez proposer aux Français de quitter l'euro et donc de ruiner les Français? C'est dans un peu plus de 7 mois, donc c'est vrai qu'il faudrait avoir une position très claire sur l'Europe. C'est compliqué effectivement de partir en compétition pour cette élection de l'Union européenne et de ne pas être très clair sur cette position européenne. Nous voulons travailler main dans la main avec de nombreux pays de l'Union européenne, comme c'est en train de se produire en ce moment. Et je sais que ça vous dérange puisque les sondages nous donnent largement favoris. Mais vous voulez travailler concrètement main dans la main avec d'autres pays européens pour sortir de l'Europe? C'est ça la question. Pas pour sortir de l'Europe, pour réformer l'Europe de l'intérieur, ce qui sera beaucoup plus efficace qu'un Big Bang administratif. Les Français n'ont pas voulu de cette solution, nous les avons écoutés parce que Marine Le Pen écoute les Français. Donc nous allons travailler en coopération avec de nombreux pays dans l'Union européenne et c'est comme ça que nous y arriverons, ne vous en déplaise. Sarah El Haïry. C'est simple. Si on revient à l'essentiel, la question européenne, c'est soit on aime l'Europe, soit on ne l'aime pas. Et si on l'aime, on est fidèle à ses valeurs essentielles. La question de l'Europe, c'est la question, il ne faut avoir aucun tabou. La question migratoire, oui, elle existe. Et oui, elle va s'accentuer à cause des questions climatiques, entre autres. En France, nous accueillons les personnes qui ont le droit d'asile, parce que nous sommes dignes de cette tradition. Et nous raccompagnons les personnes qui n'ont pas le droit d'être là quand elles sont en situation clandestine. Et jusque maintenant, ce n'était pas parfait. Ça, c'est la réalité et les chiffres sont là. Et c'est pour ça qu'on est en train de réformer, de transformer. C'est pour ça qu'on a mis 850 millions dans le nouveau budget, pour
plus de sécurité, pour protéger, pour accompagner les personnes qui n'ont pas le droit d'être sur notre territoire. Alors madame, juste arrêtez de déguiser des haines qui n'ont pas vocation à être. Parce que la réalité, c'est qu'il nous faut une réponse solidaire, une réponse européenne à ces questions qui dépassent le seul État qu'est le nôtre. Une réponse humaniste qui fait qu'on ne va pas faire mourir des milliers de personnes dans la Méditerranée. Et c'est parce que nous sommes profondément européens que nous voulons changer cette Union européenne qui est mortifère pour les États membres. Allez, petit tour de table rapide avec la PMA qui a été effectivement, le comité d'éthique qui a donné son avis favorable pour la PMA, comme il l'avait fait déjà en juin 2017. C'est une bonne chose? Oui. Pour toutes les femmes? La PMA pour toutes les femmes, c'est une bonne chose. Ça a été un engagement du président de la République. Je suis personnellement favorable. Maintenant, le débat... Le comité contre la GPA, effectivement, et qui favorise la PMA pour toutes les femmes. La question qui va arriver à l'Assemblée nationale en début d'année va être beaucoup plus large, puisqu'elle va intégrer la question de l'intelligence artificielle, de l'embryon... De la fin de vie, tout ça, Elle va être bien plus large. Et finalement... je souhaite une chose, si j'ai un seul vœu à partager, c'est que ce débat se passe de manière paisible, calme, parce que ça touche l'intime et que toutes les positions peuvent être entendues, mais surtout Edwige Diaz, sur la PMA, quel est votre ressentiment? On a déjà vu les anti-PMA qui ont manifesté aujourd'hui devant le comité d'éthique dans le 7e arrondissement de la capitale. Oui, nous ne voulons pas être complices de la création des orphelins de père. Vous voyez, cette décision intervient dans la suite logique du mariage pour tous, soumis au lobbying LGBT. Vous pensez que les Français, pour tous les Françaises, doivent aller dans les pays étrangers justement pour pratiquer la PMA? Non, je dis pas ça. Je dis juste que stop au lobbying. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous ouvrons, si nous allons dans cette direction, nous ouvrons à la marchandisation des corps, à la GPA. Les enfants ne sont pas des marchandises et pour moi, le plus important, c'est le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant. Donc vous souhaitez que les Françaises continuent à faire ça? Non, je pense qu'il faut choisir, mais en l'occurrence, nous ne pouvons pas cautionner. Les enfants doivent évoluer dans un socle familial solide, c'est la base de la société et nous ne sommes pas là pour casser cette base de la société. Pierre Jouvet. Moi, je souhaite et j'espère que le président de la République et le gouvernement vont porter dans la loi très rapidement cette ouverture à la PMA pour toutes les femmes. J'y suis très favorable. Je ne comprends pas, comme je n'ai pas compris pendant le débat sur le mariage pour tous, qu'un droit nouveau qui n'enlève rien à personne puisse vous poser autant de problèmes. Parce que c'est donner une chance, c'est répondre aussi à une souffrance d'un certain nombre de femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir des enfants, qui sont obligés d'aller à l'étranger. Donc moi je souhaite qu'on aille plus vite. Je regrette dans ce débat malheureusement que certains veuillent déjà instrumentaliser des peurs. On a vu la manif pour tous vouloir faire des manifestations. Je le regrette, j'espère que le président ira vite, ne lâchera pas là-dessus. Et c'est mon souhait le plus profond. Merci Pierre Jouvet, merci Edwige Diaz et merci à vous Sarah et Léry. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans le grand JT. Restez avec nous tout de suite, les voix de l'info avec Sonia Mabrouk.